Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia et vous écoutez Prime Time, le podcast dédié aux femmes qui évoluent dans le secteur qui rend heureux, le divertissement. Sur Prime Time, j'aurai le plaisir de recevoir des femmes occupant un poste dans un des différents secteurs qui composent l'industrie du divertissement, de l'animation à la série, en passant par le jeu vidéo. Chaque semaine, nous parlerons de marketing, de communication, de relations presse et public et de tout ce qui touche de près ou de loin au business dans le divertissement. Aujourd'hui, on est mardi et à partir de maintenant, les épisodes de Prime Time sortiront tous les mardis. Je tiens à remercier Quentin Auger qui m'a mis en relation avec l'intervenante d'aujourd'hui, Émilie Sissoko. Merci beaucoup Quentin pour la suggestion. La conversation que j'ai eue avec Émilie était passionnante. On a parlé de Disney+, de télétravail, d'assertivité, de confiance en soi, de comment construire une stratégie globale et l'adapter à des usages locaux, de savoir écouter son marché et de comment mener une négociation à l'international. Émilie est Worldwide Licensing Manager chez Ubisoft et le mieux c'est encore de l'écouter en parler. Alors tout de suite, place à la discussion. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir sur Prime Time, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, je sais que tu es une très grande fan de Disney. Alors, est-ce que pendant ces temps de confinement, tu as souscrit à Disney+? Alors évidemment, enfin, j'attendais avec, beaucoup d'impatience. Moi, j'ai grandi dans les années 80 avec les VHS échangés sous le manteau, parce qu'à l'époque, Disney commercialisait pas ses dessins animés. Donc, autant vous dire qu'avoir des Disney à la demande en bonne qualité, c'est un peu, une grande, grande joie de confiné. Le rêve? Et ouais, le rêve, enfin un rêve que je paye 30 € par mois, mais bon. Ça reste super et j'ai pu revoir, La Belle au bois dormant en HD, c'était incroyable, incroyable. Très Donc contente. ça vaut le coup? Bah, pour moi, je trouve après l'adulte que je suis, féministe, a des trucs à redire, sur ces anciens dessins animés, mais à la fois, le la petite Émilie, reste complètement sous le charme, de ces vieux Disney qui ont quand même eu un supplément d'âme qu'on a un petit peu moins maintenant, dans les Pixar, je trouve. Ouais. OK. Alors autour de tout ça, entre Disney et puis la vie de famille, je crois que tu télétravailles. Comment Ouais. est-ce que tu t'es organisée pour avoir des journées, efficaces et t'en sortir, à la maison? Alors ça a été un petit peu compliqué au début, mais comme tout, on s'organise, on affine. Donc maintenant, j'ai un petit bureau portable, dans mon carton avec mon ordi, mon cahier, mes sachets de thé que je déplace dans les pièces les plus calmes, quand c'est possible et j'étale ma journée, en fait. Il y a des moments où je peux pas travailler ou des moments où je peux, donc ma journée s'étale, c'est 2 heures par-ci, 3 heures par-là et finalement ça fonctionne très bien. En efficacité, j'y perds pas donc et en vie de famille, j'y gagne donc Donc j'ai l'impression que c'est un gros win. et tu te sentirais du coup de parce qu'on est une société là, j'ai l'impression qui va un petit peu vers le télétravail. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont dit: «Tiens, finalement c'est un petit moment de test, qui pourrait être pas mal». Toi, tu te sentirais de télétravailler, plus souvent? Ouais? Complètement. Ah mais même, aller au bureau qu'une fois par semaine, ça me paraîtrait complètement, gérable, même moins. En plus, comme ça permet de choisir les collègues qu'on Mmh. voit. Enfin, j'y vois que des avantages, que des avantages. Parce que enfin, je trouve qu'on gagne vraiment en efficacité, en temps de vie et du coup, les réunions sont plus courtes, ce qui est aussi, plus efficace. Enfin, vraiment, je suis assez, convaincue par le système. J'étais déjà avant, mais maintenant que ça a été mis à l'épreuve, j'en suis sûre. Bon, bah, écoute, j'ai l'impression qu'on va un petit peu vers ça, donc on verra dans les cinq Tant mieux. 10 prochaines années, mais peut-être qu'on sera tous à la maison, en fait. Heu Oui! Alors après, ça peut donner des dérives un peu tristes, de solitude, pour certains, mais enfin, comme tout, faut être raisonnable, Faut trouver l'équilibre. ouais. Ouais, je pense que ça va être compliqué et puis j'aimerais pas être au RH en ce moment non plus, mais je pense que ça va mener vers des choses plus intéressantes et peut-être plus équilibrées, en vie perso, vie pro. Ouais.
Je pense. En tout cas, je ressens une envie, chez pas mal de mes, amis et collègues, qui va par là et je trouve que le télétravail offre cette possibilité en gagnant du temps de vie en transport, surtout quand on est en région parisienne ou dans des grandes villes, on gagne du temps tout court et du coup, ça fait des gens plus heureux, je pense. Bah, c'est joli. Oui, ouais, c'est mon petit côté bisounours, Mais il faut bien trouver un petit peu de positif dans cette période de trouble. mais oui et je pense qu'il y en aura, Ouais, j'espère. j'espère aussi. Écoute, j'aimerais bien revenir, au tout début, de ta vie, c'est-à-dire, Oh dans là là. tes études, enfin de ta vie professionnelle du coup. Ouais, ouais, il y a eu un Il y a avant. eu avant ça. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es dit que le divertissement dans son sens large, ça pouvait être une carrière qui était tangible et qui t'était accessible? Alors, ça s'est fait par étapes, parce que je suis pas forcément très rapide. En fait, j'ai fait une école de com à Lyon et dans le cadre de mon cursus, j'ai fait un stage en communication publique, donc rien à voir avec le divertissement, mais une de mes collègues avait son mec, qui était à Paris et il était conseiller programme jeunesse chez France Télé et elle nous disait que, pendant une pause déj, que son gros, dossier du moment, c'était de trouver les noms, pour l'adaptation française d'un dessin animé qui s'appelle Hamtaro, donc des noms de hamsters et j'ai trouvé ça dingue, que ça puisse être un boulot, un métier et qu'on puisse bosser dans le dessin animé. J'ai trouvé ça génial. Mais comme je te disais, je suis un peu lente, mais donc je me suis pas dit que moi, je pouvais bosser dans le dessin animé. C'était encore un peu loin. Mais la vie s'est chargée de me mettre un peu dessus petit à petit, on verra peut-être, dans les autres questions. Du coup, tu fais un stage de fin d'études, après ça tu montes sur Paris, et là, tu postules en candidature spontanée chez M6. Alors ça, c'est un truc, je pense que qui déjà, c'est un petit peu lancer une bouteille à la mer, la candidature Ouais, spontanée. c'est clair. Mais ça marche. Comment ça se passe le recrutement et enfin ce recrutement qui lance ta carrière dans l'audiovisuel, comment tu te sens et comment ça se déroule tout ça? Alors en fait, cette bouteille à la mer, j'ai lancé pour mon stage de fin d'études justement, Ah oui. pas pour, mon premier taf. Mais c'est exactement ça, une bouteille à la mer, parce que j'ai toujours beaucoup regardé M6, pour plein de raisons. Alors après, c'était peut-être un petit peu moins compliqué parce que c'était quand même il y a 15 ans. Donc il y avait peut-être un petit peu moins de gens qui postulaient en ligne, mais il y en avait quand même pas mal. Mais la chance que j'ai eue, c'est que ma candidature a été, reçue par un stagiaire en ressources humaines qui commençait, son stage lui aussi, et qui du coup, était peut-être un peu plus ouvert aux profils un peu différents. Donc il m'a reçue, il m'a proposé 2 offres de stage, une, pour, faire des relations presse et une pour, le service communication et promotion de M6, ce que j'ai choisi Ouais. et franchement, c'était un stage de dingue, parce que j'ai beaucoup appris, en plus, c'était à un moment où le service était restructuré donc ma tutrice de stage était un peu toute seule avec moi, donc j'ai dû faire beaucoup de choses. En gros, mon travail, c'était, de participer à l'organisation, des événements M6 B2B de type, conférence de presse ou événements VIP, pendant la Nouvelle Star et B2C, comme, des événements publics et des concerts. Donc en gros, je visitais des lieux dingues, je testais des traiteurs genre Potel et Chabot. J'allais à des concerts et sur des plateaux télé. Donc c'était vraiment il y avait vraiment pire comme ambiance de stage. Ouais, ça a l'air pas mal. Et ouais, franchement, c'était cool et sur la partie promo, je m'occupais de tout ce qui était objet promotionnel, donc soit des petites quantités événementielles pour des lancements de programmes, comme pour, Desperate Housewives, on avait quand j'y étais, c'était le moment où on lançait la saison 1, ce qui était quand même assez révolutionnaire parce que M6 était la première chaîne à diffuser des séries comme ça. On avait fait, des t-shirts un peu sexy, et des paniers de grosses pommes rouges qu'on faisait distribuer dans les rédactions. Donc ça, c'était assez chouette ou des grosses quantités sur des objets promo plus classiques, genre la carte, la photo dédicacée de Laurent Boyer ou de Charlie et Lulu. Ça passait aussi par le parapluie M6 ou la montre, voilà, donc en grosse quantité pour distribuer lors des gros événements M6 ou quand il y avait des trucs à gagner à l'antenne. Donc c'était assez, varié pour le coup, mais à chaque fois, il y avait toujours cette notion, de brief à respecter, de budget, de deadline, d'intervenants à coordonner. Enfin, c'était quand même déjà de la gestion de projet dans un environnement génial,
mais vraiment de la gestion de projet et je me mettais une pression de dingue alors que maintenant avec le recul, je me rends compte que j'ai des trucs certes importants, mais qui étaient pas non plus, enfin je me mettais beaucoup de pression par rapport à l'enjeu, quoi. Mais c'était aussi lié au contexte et puis ma tutrice de stage, me mettant complètement autonome sur mes dossiers, c'était aussi un peu normal que je les prenne à bras le corps et en plus cette tutrice, elle me faisait vraiment confiance et puis elle m'a appris un truc qui me sert encore aujourd'hui au quotidien, et qui est très utile je pense, quand on fait du marketing, qui est, faire et défaire, c'est toujours travailler. Et mine de rien, quand on fait un petit plan ou une stratégie, marketing, qu'on la présente et qu'on nous dit qu'on n'est pas allé dans la bonne direction, bah, ça aide un petit peu de se dire que c'est quand même bosser de refaire, de détricoter et de retricoter. Donc ça, pour ça, je la Mmh. remercie, ça et en tout et aussi je la remercie de m'avoir donné cette chance, parce que c'était un super stage de fin d'études, franchement, c'était un peu ma meilleure vie, ouais, à 23 ans, c'était un peu incroyable, de passer sa vie en concert et à manger des trucs de haute qualité Ça change au des lieu de pâtes. kebab, voilà. Exactement. Donc ça, une période qui dure, 9 mois si je me trompe pas? Ouais, tout à fait. Mmh. Et c'est là que tu fais une autre rencontre, qui va t'amener à rentrer chez Xylam Animation, qui est un des plus gros studios d'animation en France aujourd'hui, toujours d'ailleurs. Et donc à 23-24 ans, tu deviens assistante marketing et communication, alors que Xylam travaille sur son premier long métrage, Lucky Luke. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Ouais, je peux, carrément. En fait, j'ai, une des attachées de presse, avec qui je travaillais chez M6, et avec qui je travaillais très bien, m'a tuyauté pour une création de poste chez Xylam, d'assistante marketing. La cellule marketing à l'époque, c'était un directeur marketing et une graphiste. Donc ils avaient besoin de staffer parce que justement le long métrage, la production du long métrage Tous à l'Ouest, prenait de l'ampleur et qu'il y avait le lancement à préparer. Ils avaient besoin de monde pour aider. Donc je suis arrivée dans un studio en pleine émulation, qui fabriquait un dessin animé, de A à Z, en plus un peu à l'ancienne, tu avais l'animateur, enfin les animateurs qui avaient des tables d'animation lumineuses, tu sais? Un peu, enfin vraiment à l'ancienne. Tu avais un mec qui ancrait les décors, tu avais encore des crayons dans les studios de dessin animé, en fait. Je sais, dingo, mais du coup, c'était, pour moi qui étais une grande fan de dessin animé, c'était un peu fou, d'arriver dans cette fourmilière pleine d'artistes et de participer à la sortie d'un long métrage, hyper ambitieux. Le distributeur s'était pâté, donc on avait des réunions régulières avec eux pour préparer le lancement du film. On se posait des questions sur les pertinences des dates de sortie, en face de Disney ou pas, enfin du Disney de fin d'année ou pas. On travaillait avec des agences de com pour travailler la bande-annonce et les visuels promo. Je Mmh. travaillais aussi avec les attachés de presse cinéma qui sont quand même bien particulières aussi, donc ça m'a appris aussi une autre manière de bosser. Il y avait aussi la partie agence pour les partenariats, parce que quand on sort un film, on essaye souvent de monter des partenariats avec du food, par exemple, enfin, genre une chaîne de Buffalo Grill, McDo ou autre. Donc il y avait toute cette partie partenariat où on essayait de créer aussi, où on a dû créer des figurines spécifiques pour le film, pour un partenariat avec Flunch, si je me rappelle bien. C'était hyper excitant, c'était tout un écosystème. Où tout le monde travaillait de concert avec ses contraintes et ses deadlines. Moi, j'avais un vrai rôle de courroie de transmission entre le studio et tous ses partenaires externes. Donc j'étais un peu perçue comme, la jeunette un peu pénible, qui allait demander aux équipes déjà surchargées, de créer du matériel, pour la promo du film ou, d'être dispo pour, le journaliste, du Parisien, alors que bon, clairement, ils avaient autre chose à faire. Ça a duré 1 an tout ça, cette préparation de sortie de film. J'ai beaucoup appris d'un coup, un vrai accélérateur et puis en plus, en parallèle, il y avait, Xylam continuait à produire des séries. Je travaillais sur, nos présences sur les marchés pour vendre nos programmes comme le MIP ou le Kidscreen. Je travaillais avec les diffuseurs pour les lancements de séries, sur le licensing sur certaines de nos séries. Bref, il y avait toujours ce côté chef de projet, coordination, budget, qui revenait un petit peu tout le temps. Donc c'était une expérience, vraiment chouette. En plus, ce qui est cool avec Xylam, et ce qui est cool de commencer par Xylam quand on fait du marketing, c'est que c'est un studio qui a une vraie, vision, long terme de ce qu'il veut faire et une vraie vision marketing. Je m'en rendais pas forcément compte sur le coup,
je m'en suis rendu compte en rencontrant d'autres producteurs, c'est que Marc, Dupont-Avis a vraiment il est intrinsèquement marketeux, quoi. Enfin, il y a il pense, ses programmes, au départ, et ce qui fait aussi de Xylam le studio que c'est maintenant. C'est qu'il y a il y a une vision au départ. Avec une vision vraiment très globale de comment on positionne un projet sur un marché et face à quelle cible et Exactement ce qu'on veut dire, face à quelle cible, qui se tient hyper au courant des attentes des acheteurs aussi, et qui du coup, il tord pas les programmes pour que ça corresponde à une attente, mais en revanche, il les réfléchit, pour que ça corresponde. C'est hyper instructif. J'ai beaucoup appris, chez Xylam, comme première expérience, c'était cool. Enfin après je dis beaucoup cool, pardon, mais non, mais si c'était cool, c'était cool! ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, tu as vraiment pour le coup, tu as eu un poste qui te permet d'avoir une vision hyper globale et 360 de tout, quoi. Exactement, très touche à tout, et très touche à tout, et puis en plus, enfin, j'ai commencé assistante marketing et je suis partie, j'étais, chef de produit, donc j'ai évolué un petit peu dans le poste. Mais surtout, ouais, il y avait ce côté, comme on était une petite équipe à ce moment-là, je crois que maintenant ils sont 10, au marketing chez Xylam. Donc comme c'était tout petit, bah, du coup ça permet de faire énormément de choses, très différentes, ce qui me correspond bien, Mmh. en tout cas. À ce moment-là, dans ta carrière, tu me l'as dit comme ça, avec ces mots-là, tu ressens un petit peu un côté ovni dans ce milieu, de l'animation. Comment est-ce que tu le vis ce moment et comment est-ce que tu en fais une force pour la suite? Bah, en fait, c'est plus que, enfin, comme je disais au début, je suis vraiment j'aime le dessin animé depuis toute petite, je suis vraiment une fondue de ça, et donc déjà, travailler dans le dessin animé, c'était un petit peu dingue. Travailler dans le dessin animé en n'étant pas une artiste, c'est encore plus dingue, et en plus, ça, c'est une réflexion que je me suis faite a posteriori et puis au fur et à mesure d'autres expériences aussi. Je suis métisse, mais à moitié malienne, à moitié française, enfin pas mais, à moitié malienne, à moitié française, et en fait, je me suis rendu compte a posteriori que parfois je m'étais pris des remarques qui étaient un petit peu sur le sujet, genre on s'étonne quand je dis que j'ai chaud en été, Ouais. ou, où on me dit: «Oh, petit oiseau des îles», alors que bah non, en fait, trop pas. Et des trucs comme ça, et en fait, je me suis rendu compte, enfin je m'en suis rendu compte en arrivant chez Studio 100, parce que c'était moins le cas, que, il y avait assez peu de diversité en fait, dans le dessin animé, Mmh. en tout cas. Après j'ai vu que ça évolue assez vite, et tant mieux. Après ça m'a pas du tout bloquée, c'est juste que je me suis pris des remarques, un peu lourdes et déplacées. Mais j'avoue que quand même il y a quand même il y a quand même du travail à faire, pour que ce soit plus naturel, la diversité dans le dessin animé, autant dans les programmes, parce que je me rappelle de réunions, où on se disait, «Ah, ce serait quand même bien de mettre un arabe ou un asiatique, pour un des personnages, du dessin animé», et je trouve ça fou Ouais. qu'on le fasse parce que ce serait bien de le faire parce que c'est pour France Télé, et que ça vienne pas naturellement. Donc là-dessus, il y a pas mal de boulot à faire. En plus, les Américains l'ont fait, assez, enfin, genre, il y a 7-8 ans, il y a un dessin animé qui s'appelle Home, où il y avait, une petite Renoir frisée, qui était l'héroïne. Il est temps qu'on s'y mette, je Mmh. pense. Qu'on s'y mette et que ce soit naturel. Ouais, il est temps. Mais oui, il est temps, voilà, il est temps, et puis c'est pas grave, quoi, et puis surtout qu'en plus, il se trouve qu'on vend nos programmes à l'international, donc faisons ça. Heureux. Ça me paraît Tant qu'à possible, faire, quoi. oui, il y a plus de gens qui pourront s'identifier et donc adhérer au Exactement, message et donc regarder. exactement. Pas le faire parce que France Télé est bien pensant, quoi. Mais en plus, tu avais un petit peu la triple peine, dans laquelle je me suis retrouvée, et je suis encore un petit peu, qui est être une femme, être, métisse et être jeune, et ça aide pas Ouais, non plus, tout ça. bah, être entendu, ouais, 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 clairement, mais encore une fois, comme je suis un peu lente, je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup. Mais c'est vrai qu'à posteriori, effectivement, je pense qu'il y a des phrases condescendantes que j'ai eues, parce que j'étais une jeune fille, de 24 ans, enthousiaste, et enfin, ouais, un peu fraîche, et que j'aurais pas eu si, j'avais été un jeune homme, de 24 ans, qui était sorti d'école de commerce, macroniste.
Ah ça c'est politique, je devrais pas. On la laisse passer pour cette fois. Hem, donc tu restes 5 ans chez Exilam, et au bout de Ouais. 5 ans, tu ressens un besoin de changement, d'évoluer, puis vraiment de changer, et là, tu reprends des études à la Sorbonne. Alors, comment ça se passe cette transition et en quoi ça a été bénéfique pour toi? Alors je pense que, bah, mine de rien, je pense que c'est vraiment lié au constat que je me suis fait et qu'on vient de se faire, à l'instant. C'est que je me sentais peut-être un peu jeune, peut-être pas assez en confiance pour m'imposer et mine de rien, en France et dans plein d'autres endroits, les études font partie des choses qui permettent de situer les gens, sur, l'échelle professionnelle. Et puis, je commençais un petit peu à m'ennuyer chez Exilam. Du coup, ça s'est présenté enfin, c'est une amie qui m'a parlé de ce master en droit de l'audiovisuel. Il y en avait assez peu à l'époque, à Paris et donc celui-là se faisait en formation continue ou, initiale. Donc moi, je l'ai fait en formation continue. J'ai beaucoup appris, mais c'était hyper violent parce que, reprendre des études 1 ou 2 jours par semaine en ayant ta vie professionnelle et ta vie de jeune femme, reprendre avec les devoirs à rendre, avoir des partiels, être attentif, 4 heures de suite, à un cours, magistral, ça m'a beaucoup fatiguée. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'avais des intervenants, enfin, c'est un master à ses côtés, donc on avait un peu la crème de la crème qui intervenait, forcément, on apprend énormément, forcément, c'est super stimulant, et encore maintenant, il y a des choses que j'ai apprises, à cette occasion qui me restent, mais ça m'a effectivement, ça a marché, ça m'a vraiment donné confiance aussi parce que j'ai réussi à mener, toutes ces vies, de front, d'arriver au bout, d'avoir mon diplôme à la fin, puis d'avoir un bac+5 de la Sorbonne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai pas boudé mon plaisir. Du coup, pendant tout ce temps-là, tu étais encore chez Exilam? Ouais, tout à fait. J'étais encore chez Exilam, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont accepté de financer, cette année. Enfin, ils ont accepté de financer, ils ont accepté que l'AFDAS finance. Ce qui mais quand même, enfin, en plus, juste un petit tips, dans ce type de formation continue, l'AFDAS rembourse aussi l'entreprise des jours où tu es pas là. Il y a assez peu de raisons de refuser, en fait, mine de rien. Et peu de gens le savent, je pense. Et moi, ça a été l'argument qui a fait que ça a été accepté, en tout cas. En revanche, j'ai pas eu moins de travail parce que j'étais moins là. Mais ça, c'est un peu le défaut des temps partiels en général, c'est que la charge de travail s'adapte pas forcément, au temps de présence. Ouais. Ben, je crois que ça, c'est un truc l'AFDAS, c'est un truc qui est particulier à l'animation, si je me trompe pas? Je sais pas. Franchement, c'est une bonne Il me question. Je semblait, sais mais pas. On pourra vérifier. je mettrai les informations dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. J'irai chercher ça après. Du coup, moi, je suis passée aussi dans des studios d'anime, enfin, on est passé dans le même puisqu'on est passé toutes les 2 à Studio 100, toi bien plus longtemps que moi. Ouais. Mais j'ai trouvé vraiment, en tout cas surtout à mon passage à Studio 100, qu'il y a un côté très, très, très famille, très vite, surtout quand on est sur une prod, sur un long ou sur une série où voilà, les gens s'attachent très vite au produit Et au et studio, je ouais. trouve que l'animation, Mmh. c'est vraiment un milieu hyper, enfin, en tout cas aujourd'hui, hyper ouvert, alors je parle beaucoup des animateurs parce que c'est surtout eux que je connais, Mmh. mais je trouve que c'est vraiment une émulation hyper ouverte avec, vraiment une envie de diversité et d'acceptation de l'autre, que je trouve pas dans plein d'autres des secteurs du Mmh. divertissement. Mais tu es resté plus longtemps que moi dans des studios d'animation et le côté très famille, ça peut aussi être, parfois un peu emprisonnant. Ouais. Alors comment tu prends ta décision de partir de chez Exilam? Parce que tu quittes quand même un CDI, Oui. chez Exilam et tu te retrouves en CDD. Ouais. Heu et donc tu te Bon retrouves en move. CDD chez Marathon, qui entre-temps s'est renommé Zodiac Kids et entre-temps a fermé, enfin Ouais, depuis. ouais. Alors comment est-ce que tu vis ce saut vers, l'inconnu total? Ouais, bah, donc Zilam, c'était mon premier emploi, j'y ai beaucoup appris,
enfin, comme tu as entendu, le poste était intéressant, très couteau suisse, très touche à tout. Cependant, voilà, j'étais arrivée là, à 24 ans, j'en avais 28 ou 29. Je commençais à me sentir un peu à l'étroit et le truc, qui peut être un peu pénible en famille, c'est que une fois qu'on est dans une case, on a du mal à en changer et on a du mal à l'agrandir. En tout cas, je me sentais un petit peu à l'étroit et le poste avait pas vocation à ce moment-là à évoluer et je voyais pas trop de solutions en interne, en tout cas. En plus, je me sentais un petit peu grandie par mon master, donc j'avais vraiment envie d'autre chose. Sauf que, l'animation, il y a pas non plus, beaucoup de postes en marketing. Il se trouve que ce qui s'est présenté, c'est un remplacement de congé maternité, chez Marathon. J'avais envie de bouger, le poste n'était pas forcément, plus intéressant que ce que je faisais chez Xylam, mais il avait le mérite d'être ailleurs et puis en plus Marathon, c'était un joli studio qui faisait moi j'aimais beaucoup Totally Spice, j'aimais beaucoup ce qu'ils insufflaient, à l'anime en France. Justement, ils assumaient de faire de l'anime peut-être un peu plus commercial et un petit peu plus, marketing, un peu moins à la française. Donc j'ai postulé, bah, comme, encore une fois, le poste, je le connaissais un petit peu, j'ai été prise, j'y suis allée. Alors après, c'est vrai que mon entourage n'était pas forcément, pas forcément trop compris et je suis un peu passée pour une tête brûlée, ce que je peux concevoir, mais j'y suis quand même allée parce que j'avais confiance. J'avais confiance et puis j'avais besoin de bouger de toute manière. Donc ça a un peu guidé mon mouvement, même si effectivement de l'extérieur et maintenant, je me dis que c'était un petit peu foufou. Un petit peu risqué. Mais Voilà. non, mais c'est important de se faire confiance, quand on justement, quand on ressent le besoin de changer, Ouais, parfois, en fait, c'est mais les opportunités qui sont à l'opposé de ce qu'il faut faire qui débouchent sur des trucs géniaux et c'est effectivement le cas pour toi, puisque exactement. c'est chez Marathon que ta manager te guide vers une opportunité chez Studio 100 Animation et d'ailleurs, à ce propos, tu m'as dit que ça avait été des femmes, qui t'avaient donné confiance en toi et qui t'avaient poussé pour évoluer et qui t'avaient guidé, vers les opportunités que tu as eues au fur et à mesure. Est-ce que c'est important pour toi que ça soit des femmes? Est-ce que ça représente quelque chose? Et est-ce que tu penses que l'animation française est propice à ça, à se partager, les opportunités et à se s'entraider, entre femmes, dans le milieu? Alors honnêtement, moi je suis une meuf, j'adore les filles. Je trouve qu'on non mais c'est un peu je suis pas du tout anti-mec, c'est pas du tout le sujet, mais surtout dans les milieux où il y a peu de nanas, je trouve que les femmes apportent quelque chose, un supplément qu'on n'a pas forcément. Et effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir des femmes assez étonnantes et assez inspirantes à chaque étape clé, de mes mouvements de carrière et d'entreprise. Donc comme je vous ai dit, ma tutrice de stage, chez M6. Après, donc Stéphanie, qui m'a fait rentrer, chez Xylam. En plus, après de Xylam, quand je suis arrivée chez Marathon, chez Studio 100, donc pareil, en revanche, chez Studio 100, ce qui était super, c'est que, la productrice est une femme, déjà, Catel France. Rien que ça, c'est plutôt, rare et inspirant. Il y a une DAF, qui est une femme aussi hyper inspirante. Il y a vraiment ma manager était, super inspirante aussi. Je crois beaucoup en la sororité, je crois beaucoup au fait que se serrer les coudes entre femmes, ça peut être que bénéfique. Je suis à fond derrière Les Femmes s'animent, je trouve que c'est une super initiative, il y a encore beaucoup de choses à bouger. Après, pour être tout à fait honnête, je trouve que dans les fonctions support, type, justement, production exécutive ou même les métiers de prod, chargée ou directrice de prod, ou les fonctions financières, juridiques ou marketing, les femmes, on est là. Licensing, on est là. Je trouve qu'il y a pas trop de sujets. En revanche, sur les chefs de poste, en prod, on a encore beaucoup de progrès à faire. J'ai jamais vu une, chef d'anime, j'ai très peu vu de chef, déco féminine. Mmh. Des réalisatrices, je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main. Les storyboardeuses, chefs d'équipe, aussi. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des progrès à faire, et j'espère qu'ils seront faits assez vite parce qu'encore une fois, je pense on a des choses à apporter, des choses à raconter dans les dessins animés, aussi et même, surtout.
Donc, voilà, ça vient petit à petit, mais je trouve que sur encore une fois, les chefs de poste clés artistiques, c'est long, c'est très C'est long. encore un peu long, ouais. Ouais, Donc du coup, tu te retrouves chez Studio 100 Animation, qui est un studio qui était à Paris, mais on verra ça un peu plus tard. Et tu expérimentes un petit syndrome de l'imposteur à ton arrivée. ouais. Alors pourquoi déjà? Et comment est-ce que tu penses qu'on surmonte ça? Parce qu'il faut le surmonter quand même. Oui, tant qu'à faire. Après, est-ce qu'on le surmonte vraiment? Je sais pas. Mais c'est une autre question, Ouais. que je réserve à mon psy, j'imagine. Non, mais oui, en fait, je suis passée, d'une famille, xylamienne où je connaissais où j'avais mes repères, je connaissais mon travail, je savais ce que j'avais à faire, à un groupe international, qui était en plein essor parce que Studio 100, en fait, le siège est en Belgique, il y a des bureaux en Allemagne, aux Pays-Bas et donc le studio d'animation qui a été, monté en France et il y a aussi un studio en Australie. Donc le poste était assez ambitieux aussi. Il demandait une grande assertivité, une grande confiance en soi parce que je devais driver des stratégies marketing. Donc d'un boulot où j'avais mes repères, où on me connaissait, où on savait ce que je devais demander, enfin pourquoi j'étais là, je passe à une création de poste où il faut être assez offensif, assez sûr de soi. C'était un peu contre ma nature. Je me sentais un peu toute petite dans ce costume, mais j'ai dû travailler pour qu'il m'aille. Donc et là, ma manager m'a beaucoup poussée. Je pense elle avait plus confiance en moi, que moi. Enfin, c'est même une certitude et donc elle me challengeait beaucoup, elle me poussait à me mettre en avant dans les réunions de groupe, elle me forçait à prendre la parole, pour que ma voix soit entendue. Enfin, donc c'était un vrai travail sur moi, de le faire. Déjà je sentais que j'avais pas le choix, donc c'est toujours compliqué, enfin je me sentais un peu violentée, mais à la fois je pense que je l'aurais pas fait si je l'avais pas été. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mmh. C'était violent et à la fois, j'ai beaucoup appris parce que finalement en prenant la parole, ben, on se rend compte qu'elle est entendue. Donc on gagne en confiance et en légitimité. On se rend compte que ce qu'on dit, bah, c'est pas forcément plus bête que ce que dit le voisin, en fait. Et qu'à partir du moment où c'est argumenté et dit avec assertivité et qu'on n'est pas dans du subjectif et du gut feeling, bah, en fait, c'est du argument contre argument et entre personnes intelligentes, ça fonctionne bien, finalement. Et donc, finalement, ce costume, il était à ma taille, quoi, Finalement. finalement. Il était même sur mesure. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi ça consistait, justement ce poste? Puisque tu as dit à l'instant que c'était une création de poste, chez Studio 100, donc comment est-ce que ça s'est imbriqué dans l'équipe existante? Alors en fait, c'était pas tout à fait une j'ai repris un poste, mais qui était ouvert depuis très peu de temps, donc il y avait tout à faire. Parce qu'en fait, c'était le moment où, Studio 100 voulait aller vraiment à l'international. Donc j'ai été embauchée comme, international marketing manager, notamment sur les marques, Maya l'abeille, Vic le Viking et Heidi. Donc les missions du poste étaient assez larges, tout comme j'aime, ça va. Je devais établir des stratégies marketing et travailler avec les partenaires locaux pour les adapter, sur place. Donc les partenaires, c'était, les chaînes télé, ça pouvait être des agents, qui représentaient nos marques, en Turquie, en Colombie, par exemple, ou ça pouvait être des licenciés. Donc par licenciés, j'entends, fabricants de jeux et jouets, textiles, déguisements, chaussures, sacs à dos, voilà. Et donc Sud-Océan faisant partie, d'un groupe international, il y avait aussi toute la partie, brand management où on donnait des grandes directions pour les marques, à tout le groupe, donc aussi pour, ce qui était, distribution internationale, par exemple. Et on travaillait aussi sur tout ce qui était, élaboration de chartes graphiques, pour que les licenciés puissent les appliquer, localement. Et donc ça, c'est dans le cadre du brand management, plus que du marketing manager. Je ne Mmh. sais pas si c'est clair. Si, si, c'est très clair. Du coup, Super. c'est un poste, heu, énormissime, Ouais, surtout parce que tu as une dimension très internationale d'un coup, ouais. et ça, c'est enfin, effectivement, le syndrome de l'imposteur, il se comprend, mais c'est quand même un sacré boost, de aussi de confiance parce que quand ça Ouais. marche, tu es content. Ouais, ouais, exactement. Après, il m'a bien fallu 6 mois, 1 an, je pense, pour prendre le poste, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à apprendre, travailler avec l'international, ça demande une compréhension du marché local qui prend du temps.
Mmh. Ouais, ouais, effectivement, c'était un poste assez costaud avec beaucoup d'ambition, parce que le groupe avait beaucoup d'ambition pour ces marques-là à l'international et avait investi énormément d'argent. Ouais, c'était dimensionné, ouais. Justement, du coup, tu as énormément appris, notamment et ça, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, quand on parlait de ton passage chez Xylam, mais notamment sur l'importance des études conso, pour positionner un film, ou une série d'animes sur le bon marché. Est-ce que maintenant, avec tout le recul que tu as et tous les postes par lesquels tu es passée, tu peux nous expliquer quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques? Alors pour moi, la les bonnes enfin, dans l'animation en France, on travaille très peu avec des études conso, effectivement. Les producteurs fonctionnent au coup de cœur sur un projet ou sur un livre ou sur un illustrateur avec qui ils ont très envie de travailler. Alors, a priori, ils n'ont pas tout à fait tort car l'animatrice, ça reste quand même le moteur des exportations d'audiovisuel français. C'est Mmh. bien. Mais c'est un peu une vision, à mon avis, un peu romantique du métier du producteur qui a du pif et qui sait. Et en plus, du coup, effectivement, sur Maya notamment, comme c'est une série sur laquelle on a fait 2 saisons, des contenus digitaux et 3 longs métrages, on s'est permis de faire des études. Mais c'est vrai que ça a un coût et souvent les productions sont financées tout pile, il faut dégager du budget pour ça. Mais c'est très intéressant de se rendre compte que la vision en tant que producteur ou personne en charge du marketing au sein du groupe peut avoir d'un projet et la vision que peuvent avoir les consommateurs, donc les téléspectateurs, les parents et les enfants. Et en fait, il y a souvent un vrai hiatus. Enfin, souvent, en tout cas, nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas complètement saisi notre cible tout à fait. Mmh. Et du coup, ça nous a permis de rectifier le tir ensuite, ce qui est quand même essentiel quand on lance des saisons 2, 3, 4 d'un programme. Mmh. Donc je pense que ça permet aussi de mieux comprendre à qui on parle, mais ça, c'est parce que je viens de la com aussi. Le destinataire du message il faut jamais l'oublier et parfois on a peut-être un peu tendance à l'oublier et faire des études nous rappelle un peu ce qu'il attend et ce qu'il voit. Mmh. Donc, c'est extrêmement important, pour ne pas trop, taper à côté de ce que les gens attendent. Bah, surtout en plus si après, on veut faire de la licence, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui veulent faire de la licence. Il y a c'est les industriels sont très en demande de ce type d'études conso. Mmh. À un moment, il faut y aller, quoi. On ne peut pas trop s'en passer au bout d'un moment. Ouais, je pense. Justement, tu as parlé un peu de Maya l'abeille, pardon, c'est une des grandes licences de Studio 100 et c'est un exemple très, très intéressant, notamment parce que Maya, c'est une licence qui est très appréciée, mais pas qu'en France. Ouais, Et ça la perception de ces consommateurs en fonction d'une culture à une autre, c'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous donner, les secrets pour toi d'une campagne qui est internationale et qui est réussie? C'est-à-dire, comment on positionne, le même produit, dans chacun des territoires, qui l'attend? ouais. Alors je suis pas sûre d'avoir les secrets, en tout cas, Dommage. mais je peux te dire, un peu ce qu'on a fait, sachant que, ouais, effectivement, Maya est un dessin animé des années 70, complètement iconique, pour ceux qui l'ont aimé. Par exemple, dans certains pays, le fait de l'avoir aminci, ça a été un drame. Du coup, il y avait besoin, comme on était passé de la 2D à une Maya très chubby, à une Maya plus fit, plus mince, et en 3D, il y avait tout un travail d'explication justement, du pourquoi, du comment, donc il y a eu un Q&A, un question and answers qui avait été fait, pour les journalistes justement pour leur expliquer, pourquoi, le cheminement, qu'on avait utilisé et le fait que Maya restait Maya, qu'on était resté très fidèle aux valeurs du dessin animé des années 70. Et donc ensuite pour réussir une campagne marketing, sur les produits dérivés, en fait, il faut s'adapter. Par exemple, dans les pays de l'Europe de l'Est, troublés par le passage en 3D et le changement du générique, on a travaillé une charte graphique vintage avec notre studio de créa
pour notamment, tout ce qui est produits textiles, pour un peu les rassurer parce que notre Maya 3D au trait ressemblait plus à la Maya Mmh. qu'ils connaissaient, donc ça les rassurait et notre licensing manager a trouvé un partenaire qui a réédité le générique, original, de Maya en polonais, notamment et du coup, on a pu, monter une opération marketing avec les autres licenciés de l'édition, du jeu jouet et du déguisement pour que les Polonais puissent se réapproprier cette nouvelle Maya. Mais tu vois, par exemple, en France et en Allemagne, pour le lancement de la saison 1, on a plus poussé sur les initiatives, sur la protection des abeilles, par exemple, parce que ça correspond ce sont des thèmes affinitaires avec nos pays. Mais en Turquie, c'est pas trop leur sujet, donc on a plus travaillé sur les aires de jeu dans les supermarchés. Donc vraiment, en fait, tu fais une stratégie globale avec des messages clés, mais après tu t'adaptes au pays et aux usages, locaux parce que en fait, on est différents, on n'a pas les mêmes, les enfants sont pas les mêmes, ont pas les mêmes habitudes. Alors, en revanche, il y a un truc, qui a rassemblé tous les pays, c'est qu'on a créé une Maya Dance, donc c'est un petit clip de 3 minutes avec une chorégraphie et ça a marché partout. Donc ça, c'est vraiment le point commun de tous les mômes à l'international, ils aiment danser. Ils aiment bouger et ils aiment reproduire des chorégraphies simples. Donc voilà, la Maya Dance, c'est vraiment l'outil, marketing qui a le plus fonctionné partout de manière homogène. Mmh. OK. Donc voir un petit peu les choses, de façon très globale, avoir une stratégie très globale et puis ensuite affiner en fonction du territoire, Pas hésiter à s'adapter, en fait, OK. parce que, heu, parce que la rigidité, c'est rarement une qualité de toute manière, donc Être s'adapter, c'est flexible. bien. Voilà, exactement. Donc tu restes 6 ans chez Studio 100, Mmh. et au bout de 6 ans, tu pars encore pour de nouvelles aventures. Alors je vais te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais qu'est-ce qui cette fois guide ton départ de Studio 100 Animation? Encore une fois, c'est une opportunité, hein. Je suis clairement pas quelqu'un qui a un plan de carrière, c'est une amie d'amis, qui travaillait chez Ubisoft, enfin qui travaille encore, c'est maintenant ma N+1, qui cherchait quelqu'un, pour rejoindre son équipe. Je reçois l'annonce, le poste est pas du tout marketing et plus commercial, plus négo, enfin vraiment très différent de ce que je fais, moins chefferie de projet. Et comme ça fait 10 ans que je fais ça, j'avoue que je trouve ça que j'aime bien le côté nouveau, le côté challenge et puis en plus, quand on est dans l'animation, le passage chez le jeu vidéo, c'est un peu le graal, même si je suis pas une gameuse, du tout, j'avais ce truc de, waouh quoi, Mmh. waouh, chez Ubi et j'ai été prise et du coup, pourquoi ne pas y aller? Enfin, j'ai foncé. Surtout une entreprise comme Ubisoft qui est une entreprise, française absolument Ouais, incroyable. ouais, Donc tu arrives chez Ubisoft il y a 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, dans les grandes lignes? Puisque ça a beaucoup ouais. changé de ce que tu faisais avant. Complètement. Du coup, je suis plus du tout, au marketing, enfin, je fais plus du tout de marketing, même si, je garde des habitudes. Maintenant, je suis au service licensing in. En gros, notre rôle, c'est d'acheter des licences, entertainment pour nos jeux. Ça peut être, South Park ou Star Trek pour faire des jeux dédiés ou ça peut être pour, créer une mission dans un de nos jeux Ubisoft, comme, ce qui a été fait, avec Ghost Recon. Il y a une mission Predator où on pouvait jouer contre Predator. Ou, ça peut être, acheter des marques, de voitures pour notre jeu, The Crew parce que, quand tu joues à un jeu de voiture, tu as pas envie de conduire une Ferraro, tu veux conduire une Ferrari, par exemple. Et donc l'essentiel du travail maintenant, c'est vraiment tout ce qui est, négociation du contrat, donc c'est vraiment différent. Gestion de la collaboration, et avec, l'ayant droit ou l'agent, de talent et ensuite avec les studios, de production et toutes les équipes internes parce qu'en fait, chaque projet induit, une machinerie, assez lourde, parce que quand on négocie un contrat, il faut s'assurer que, c'est OK avec le contrôle de gestion, que sur les assurances on est bon, voilà, ça permet de toucher à des choses très différentes, en fait. Ça a l'air génialissime. Hem, alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce nouveau métier?
Alors ce qui est cool, bah, déjà, c'est apprendre un nouveau métier, déjà. Rien que ça, c'est intéressant. Le côté, négo de contrat, qui est vraiment, enfin, je faisais de la négo forcément dans le marketing, parce qu'il y a toujours des prestations à négocier, mais c'était pas du tout les mêmes dimensions de négo. Donc Mhm. ça, c'est très intéressant à faire et puis ça sert au quotidien en plus aussi dans la vie quand tu sais négocier. Heu, donc plus le bonus. J'apprends énormément parce que je suis pas une gameuse intrinsèquement, mais du coup, j'apprends à connaître un univers, j'apprends à connaître des joueurs, j'apprends à connaître, ouais, c'est très, très riche en fait. Il y a une profondeur assez dingue dans le jeu vidéo parce qu'entre un jeu mobile ou un jeu, qu'on appelle triple A, donc ou un jeu de battle royale. Enfin, c'est des jeux très différents qui drainent des joueurs parfois très différents, parfois les mêmes. Donc, pour la personne curieuse que je suis, c'est super intéressant. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est d'être chez Ubisoft et de se rendre et de travailler avec tous ces corps de métier très différents. Et puis en plus, Ubisoft a tendance à embaucher des gens assez brillants. Donc, c'est toujours agréable de travailler avec des gens très intelligents. Du coup, on en profite aussi un petit peu. Non, non, c'est super intéressant. Et puis, moi, j'aime toujours le côté créa, même si c'est très différent. Et pour le coup, maintenant que je t'en parle, je fais vraiment la différence entre le chef anime qui était sur Tous à l'Ouest, qui dessinait au crayon, et chez Ubisoft où tout est informatisé. J'ai jamais vu un crayon là-bas. Et à la fois, ça donne des univers très beaux aussi, très chiadés. Donc, c'est très intéressant. Mais c'est très différent. Ouais, et c'est très différent. C'est un métier vraiment de business development. Ouais. Alors selon toi, qu'est-ce qui est absolument primordial d'avoir en termes de entre guillemets «qualité», de soft skills, comme on dit, Oui. pour exercer le métier de business developer qui est un métier très particulier, je trouve? Bah, il faut déjà bien connaître son business, Déjà. savoir ce qui se fait un peu à côté aussi et bien connaître la stratégie du groupe aussi pour que notre travail s'inscrive dans une stratégie plus globale aussi. Donc, en gros, les qualités, mais ça, c'est les qualités pour tous les métiers, je pense, c'est l'écoute du marché, l'écoute de ton client interne et de ton client externe, c'est l'écoute de ton N+1 et de ton N+2. Il y a vraiment un côté éponge où tu prends, tu prends, tu prends, tu prends pour après rendre à ta manière. Donc, il y a tout ce qui est résolution de problèmes, qui est plus lié au côté collaboration et chefferie de projet, Mmh. parce qu'il y en a forcément dans une collab. Et comme les collaborations chez Ubi impliquent beaucoup de gens, bah forcément, ça draine aussi des problèmes et donc une prise de décision pour des solutions. Je trouve ça hyper intéressant que tu dises ça, parce que moi, avant de rentrer dans le métier de business developer, donc que je fais maintenant, j'avais l'impression, enfin, j'avais cette image d'Épinal du business developer qui est déjà un homme, 2 en costume, 3 un requin Oui, c'est et vrai. en fait, Oui, qui a fait l'école de commerce. voilà, qui a fait une école de commerce et voilà et qui n'écoute personne à part lui-même et en fait, en exerçant ce métier, c'est vraiment l'image d'éponge, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me vois parfaitement, absorber absolument tout ce que j'entends, à l'intérieur de ma boîte, mais aussi sur le marché en général pour, être sûr pour en savoir le maximum et pouvoir restituer, correctement, ce que je dois, un vendre et 2 conseiller parce que c'est vraiment un métier de conseil aux clients, je trouve. Exactement. Donc je trouve ça très intéressant que tu le vois aussi comme ça, parce que j'entends très peu les gens, en parler comme ça. Bah, après, enfin moi, en fait, c'est exactement ça. Il faut essayer de récupérer un maximum d'infos, enfin, c'est ça, faut un côté éponge et je prends, je prends, je Mmh. prends, je prends, je questionne, ouais et je parle très peu finalement. Ouais, je trouve ça très intéressant et un autre truc que je trouve très intéressant dans ton parcours, que j'essaye d'avoir, de façon similaire dans le mien, parce que Ouais. c'est ça qui me passionne. Il y a une dimension qui est très, très internationale qui ressort de tout ce que tu as fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Alors j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, c'est encore une fois, c'est des opportunités. Après, je pense que c'est pas un hasard non plus. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis métisse, donc je pense que ça a un petit peu, titillé une curiosité de l'autre. En tout cas, ça l'a développée,
quand j'ai eu 20 ans, j'ai passé 6 mois à Londres parce que j'étais nulle en anglais et que je me suis dit que qu'il fallait que j'apprenne en immersion parce que clairement, c'était pas au lycée que j'allais apprendre. Donc je pense que mine de rien, il y a des choses qui sont faites un peu en fond de cours sans que je le théorise, mais qui se sont faits, un peu malgré moi et qui me nourrissent vachement aujourd'hui. Donc ouais, c'est important pour moi. Après, je dirais pas que c'est pas forcément ce que je vais chercher, dans chacun de mes postes. Enfin, c'est pas moi ce qui me plaît le plus dans mon boulot, c'est le côté touche à tout, un peu varié des missions. Et beh, il se trouve que, l'international apporte de la variété de fait. Donc Mmh. ouais. Mais après, c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Mais tu vois, j'aime bosser à l'international, mais je me suis jamais, projetée vivre ailleurs par contre, tu vois? Je vais pas au bout du truc. Et l'anglais aujourd'hui? L'anglais, bah, oui, 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 non, mais oui, bah, l'anglais, j'avais pas un anglais terrible, jusqu'à Studio 100. Pareil, le fait de devoir, bosser dans un groupe international, de le pratiquer énormément tous les jours, ça aide. Après, je suis une grande consommatrice de séries, américaines et anglaises, donc la VO aussi, ça aide beaucoup et surtout, je me suis Effectivement. rendu compte que, en fait, on était nombreux à avoir un accent pourri et une fois que tu as passé cette timidité, tout va bien. Cette timidité très française d'ailleurs, hein, parce que, Ouais, enfin, c'est vrai. et c'est un vrai frein, je vois chez beaucoup de gens. Alors qu'en fait, il se trouve que les anglo-saxons ont tellement l'habitude d'entendre parler leur langue avec des accents pourris et déjà même aux États-Unis ou même en Angleterre, il y a beaucoup d'accents ou en Australie, il y a des accents très différents selon les régions. Donc pour eux, c'est Mmh. naturel les accents. C'est pour nous que ça l'est pas. Donc ça là-dessus, pour ceux qui veulent aller à l'international, il faut complètement se détendre sur l'anglais. Il faut, ouais, c'est important. Ouais, les anglo-saxons sont beaucoup moins exigeants que nous avec le français, donc profitons-en. Bah, justement, une petite dernière question sur le métier que tu exerces, aujourd'hui. Donc tu nous as dit que tu faisais beaucoup de négociations, puisque c'est aussi une partie du métier de BizDev. Hem et du coup, tu fais des négos au niveau international. C'est un exercice, moi, je trouve assez particulier. Là, maintenant, avec l'expérience que tu as, qu'est-ce que tu conseilles pour mener à bien un contrat, avec l'étranger ou en tout cas mener à bien une relation avec, un partenaire à l'étranger? Alors comme toute négo, il faut bien la préparer. On n'y pense pas, mais c'est essentiel. Non, non, mais même quand on veut, faire une négociation avec son électricien, en fait, il faut avoir, en tête, ce qu'on veut, son budget max, les services qu'on attend, nos timings et nos objectifs. Parfois, on y va un peu bille en tête et on a oublié de préparer. Mmh. Et déjà bien pré et si en plus, comme on disait tout à l'heure, on a un peu écouté son électricien et qu'on comprend que lui, il sera plus dispo qu'il a rien en ce moment, il y a plus de chances qu'on négocie un meilleur tarif que si le mec dit qu'il est super booké et qu'on exige un service dans les 2 jours. Donc rien que ça, ce travail de préparation, pour bien pitcher son projet et bien comprendre la personne à qui on parle en face, c'est essentiel et on n'y pense pas si souvent. En tout cas, enfin, c'est un truc qu'on apprend, mais pour moi, c'est l'un des premiers trucs à faire et donc par bien préparer, quand on parle à l'international, c'est aussi, bien connaître, la personne à qui on parle, sa nationalité, du coup, les usages à respecter, les règles, parce qu'effectivement, on négocie pas pareil avec un Japonais qu'avec, le star system de Hollywood ou avec un influenceur français, parce qu'avec un influenceur français, on peut se permettre de passer enfin, d'être un petit peu plus, mais pareil, il faut toujours bien préparer, il faut toujours bien savoir ce qu'on attend de sa négo. Enfin ça, il faut toujours le garder en tête, Mmh. peu importe la personne à qui on parle. Mais effectivement, après sur la forme, avec un influenceur français, ce sera plus détendu qu'un japonais, sur un acteur, sur un star system de Hollywood, pareil, enfin, on parlera très, très vite d'argent, alors qu'avec l'influenceur, français, vu que c'est un petit peu honteux en France, on n'en parlera pas tout de suite, tu vois? Ce qui peut causer des soucis aussi, enfin, mais en fait, ouais, c'est vraiment connaître les usages, du pays, donc ça veut dire se renseigner, soit parce que tu as un collègue qui a déjà travaillé avec ce partenaire ou avec ce pays-là, soit regarder un blog, enfin essayer de choper de l'info, comme ce qu'on disait, Mmh. pour faire un peu gonfler son éponge, quoi.
Ouais, bah, il y a un bouquin qui est extrêmement intéressant, là-dessus, dont je me souviens plus l'auteur qui est une femme américaine. Le bouquin s'appelle, The Culture Map, donc la carte, de la culture et en fait, elle regroupe énormément d'informations sur comment on travaille en fonction du pays et c'est, hyper intéressant et d'ailleurs elle donne aussi beaucoup d'informations sur comment, tel pays perçoit tel autre pays et par exemple, les Anglais perçoivent pas du tout les Français comme les Américains vont nous percevoir et vice versa et ça, c'est hyper Ouais, intéressant. ouais, mais c'est l'essentiel. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant et ça, je m'en suis aussi rendu compte chez Studio 100 parce qu'en interne, on travaillait, du coup avec les autres équipes allemandes, néerlandaises et c'est vrai qu'on passe vraiment pour les bohèmes de l'Europe, quoi. Un petit peu. Avec les Italiens, bien sûr, mais ouais, les gens pas fiables, quoi. Mais ouais, mais c'est important de le savoir, bah, soit s'en servir Cont parfois, Ouais, ou soit contrecarrer, soit voilà, savoir comment contrecarrer ça effectivement. ouais, tout à fait. La préparation, c'est la clé. On retient donc, notez bien ça, la préparation, c'est extrêmement important. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Émilie. Je te propose, juste pour terminer, de nous dire où on peut te retrouver en ligne, si tu veux, si on a d'autres questions à te poser sur ton métier ou ton parcours. Bah, déjà, merci à toi. C'était, super intéressant, de partager avec toi et puis de réfléchir un petit peu, enfin de faire un petit coup de rétro sur son parcours, enfin sur mon parcours. Avec plaisir. Et ouais, non, du coup, ça donne un peu, c'est intéressant et puis de partager avec quelqu'un qui comprend ce qu'on dit, parce que je sais pas si tu as ce sentiment, mais parfois on comprend les gens comprennent pas trop, les gens qui ont des vrais métiers concrets, Ouais. Ouais, ouais, ils comprennent pas trop ce qu'on fait, et donc c'est agréable de parler à des gens qui comprennent. tout à fait. Heu, Mais c'était le but, de ce podcast, c'est que je trouve que, nos métiers, sont très flous de oui, l'extérieur ouais, ouais, et clairement. je voulais vraiment mettre en lumière, voilà, comment les gens travaillent et qu'en fait, on fait plein de trucs super, super cool, dans le marketing, dans le business, dans le divertissement, c'est vraiment fun. Ouais, bah, oui, Rejoignez-nous. c'est ça, ouais, mais c'est effectivement, mais c'est quand même du travail et ça, Ouais. les gens, comme l'environnement est chouette, ils voient ça, hein, parce que moi, j'ai entendu ça très souvent quand j'étais dans le dessin animé, «Ah ouais, tu as pas grandi?» enfin, le secteur, c'est du dessin animé, mais en fait, c'est un vrai boulot, si je suis payée, c'est que c'est un taf, en fait. Mais bref. Et sinon, pour me retrouver, bah, je suis sur LinkedIn, il y a pas de surprise, Émilie Sissoko. Sur Insta, je crois que je suis en privé, puis je OK. partage rien d'intéressant, enfin, qui intéresse, d'autres personnes que ma mère, en tout cas. Donc ouais, ouais, non, sur LinkedIn, j'aime bien répondre aux questions, j'aime bien partager, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas. Eh ben, tous les liens seront encore une fois dans les notes de l'épisode. Merci, merci Émilie, c'était super intéressant. Merci à toi, Je vraiment. serais ravie de te revoir sur ce podcast s'il y a d'autres sujets sur lesquels tu veux échanger. Et OK, bonne fin de confinement et bon retour à la vraie vie, merci, j'espère d'ici peu. toi aussi. À une vie un peu différente, mais pareille à la fois. Ouais, c'est ça. Ça marche, bah, merci beaucoup, Olivia. Merci Et Émilie. voilà, c'est terminé pour ma conversation avec Émilie Sissoko. J'espère qu'elle vous a autant plu qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera vraiment à faire grandir le podcast et à vous proposer des interviews aussi intéressantes que celle-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une intervenante qui est dans un univers totalement différent de celui qu'on vient d'aborder. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur LinkedIn pour ne rien manquer de tout ça. J'espère que vous passez un bon déconfinement. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.